Alors, qu'il y ait une base sociale certaine dans les Gilets jaunes, il suffit d'avoir été à une manifestation à un rond-point, ou a fortiori à Paris, où on voit fort peu de Parisiens de centre-ville pour s'en apercevoir. Bon, alors, il n'y a pas encore d'études scientifiques sur le sujet, mais visiblement, il y a un prolétariat, des petits artisans, des petits patrons. Le point commun, c'est petit. Et le second point commun, c'est que très majoritairement, ces gens viennent de ce qu'il est convenu d'appeler la France périphérique. Donc c'est ni les centres-villes gentrifiés où tout le monde prend l'avion tout le temps, parle plusieurs langues, etc., ni les banlieues que les pouvoirs publics ont essayé de maintenir dans un certain calme à coup de subventions, etc. C'est ce reste de la France, les petites villes où la banque ferme, il n'y a plus de commerce de proximité, il faut se déplacer en voiture, voilà. Donc c'est quelque chose qui est bien repéré. Pour Christophe Guilly, on parlera d'une France périphérique. Pour nos amis britanniques, il s'agit des somewhere, ceux qui sont implantés, assignés quelque part, par rapport aux everywhere qui profitent de la mondialisation. Donc, il y a des tas de termes, mais je crois qu'on voit assez bien, et en plus, si on discute avec eux, voilà, si on voit la façon dont les femmes sont maquillées ou dont s'habillent les hommes, on le sent assez bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est un mouvement contre. Évidemment, ça commence toujours contre. Hein. En 1789, les gens n'ont pas commencé par se dire on va être girondin ou montagnard. C'est un mouvement contre. Il est parti évidemment d'une révolte fiscale. Ça a été tout le monde a répété la goutte d'essence qui a mis le feu aux poudres, quoi. Et donc c'est parti de ça, du trop de taxes, de trop de bureaucratie pour une vie trop dure. Mais c'est très vite devenu Alors, c'est une révolte qui s'est politisée immédiatement, mais politisée au sens où elle s'est trouvée un adversaire. Alors, l'adversaire, c'est évidemment Emmanuel Macron, avec tout ce qu'il incarne d'arrogance, personnage né avec une cuillère en or dans la bouche, ayant suivi tout le trajet, banquena, tout le monde sait ça. Donc, et évidemment, le thème qui revient tout le temps, c'est il est arrogant, il nous méprise, il ne nous connaît pas, etc. Derrière lui, hostilité à la technostructure d'État, tous ces gens qui ont fait l'ENA, tous ces gens qui sont assurés d'avoir des grosses retraites, même s'ils n'ont été que tant de temps à telle fonction. En étendant, chez certains, c'est les riches. Alors, très curieusement, on en veut moins aux patrons, enfin aux petits patrons en tout cas, parce qu'on voit que souvent il vient bloquer sur les routes, ou que lui aussi il est assommé d'impôts et de taxes, mais ça peut être les riches, d'une manière parfois naïve, qui prend la forme du « il n'y a qu'à faire payer les riches » qu'on entend quelquefois, et là c'était si simple. Et évidemment il y a une autre catégorie d'adversaires qui se dessine, ce sont les journalistes valets du système pourris, qui défendent le libéralisme et qui ne parlent pas de nos blessés bornés, et qui met en avant les violences contre la police. C'est un peu le discours d'hostilité qu'on entend, l'hostilité de ceux d'en bas contre ceux d'en haut, et un sentiment donc qui correspond à ce sentiment d'être méprisé, trompé et de ne pas avoir le pouvoir. Et on voit d'ailleurs beaucoup de ces manifestants qui emploient ce terme un peu savant, mais me semble-t-il assez vrai, l'oligarchie. On est contre le système, on est contre l'oligarchie. Pour qu'il y ait une idéologie, je pense qu'il faut effectivement que des passions fortement ressenties collectivement engendrent des idées et qu'elles incitent à l'action politique. Alors, les passions, j'en ai nommé deux. L'une, c'est le sentiment d'être méprisé. Et ce qui répond au sentiment d'être méprisé, c'est le sentiment de son honneur. C'est-à-dire, on ne veut plus être méprisé, on n'est pas des cons. Ça, c'est un slogan qu'on entend souvent. Et ça devient aussi, nous sommes le peuple. Après tout,
nous avons la légitimité démocratique et nous pouvons aller manifester où nous voulons, nous pouvons parler et à la limite nous avons le droit d'aller à l'Élysée dont nous payons le loyer d'une certaine façon. Bon, il y a ce côté-là et c'est très vite devenu, puisque nous sommes le peuple, nous sommes le souverain. Nous sommes le souverain, donc il y a des demandes de démocratie directe, de méfiance à l'égard de la représentation législative, mais aussi idéologique par les médias, etc. Méfiance à l'égard d'un système où le peuple perd le contrôle, cette méfiance incluant l'Union européenne, les banquiers, les institutions internationales, et donc une demande, j'allais dire, presque naïve, puisque nous sommes les patrons, faisons de la démocratie directe et reprenons le pouvoir. Voilà un peu les sentiments généraux qui est. Il faut que ça se transforme en idée. Un mouvement social, surtout très divers, celui-là où il y a des composantes de droite, être contre les impôts, être presque poujadiste à certains égards, conserver son identité. Puis il y a des composantes de gauche, je dirais, anti-riche, anti-plutocratique, pour un État-providence qui aide les plus petits et qui fasse bien son travail. C'est une chose qu'on entend souvent. Il faut que l'État-providence fasse bien son travail pour le bien commun. Tout ça fait un magma d'idées qui, au fil des revendications, font apparaître des thèmes et de droite et de gauche. Et je dirais qu'il presque il y a des jeux de hasard. On peut s'amuser à cocher les choses qu'il y a en commun avec le programme du Rassemblement national ou avec celui de la France insoumise. Alors, qui fournit évidemment aux adversaires un argument facile. Ah, vous voyez, c'est un magma d'idées extrémistes, ils sont infiltrés. Non, ils ne sont pas du tout infiltrés, même si évidemment beaucoup cherchent à l'exploiter. Il y a simplement un mouvement d'idées avec des gens qui n'avaient pas l'habitude de parler, qui par exemple apprennent à parler devant la télé, qui disent des choses très curieuses qu'on n'entend jamais sur un plateau télévision, du genre « Ah, je sais pas, je vais réfléchir à votre question ». Vous voyez, des choses qu'un professionnel ne dirait jamais. Donc tout ça est en train de s'élaborer. Alors, est-ce que ça va s'élaborer avec une organisation des intellectuels organiques, comme on dit, des textes, des choses? Là, j'avais pas prévu le mouvement des Gilets jaunes, je vais pas prendre ma boule de cristal pour prédire leur futur, mais c'est une possibilité que ça devienne, que ça s'élabore, que ça prenne une forme plus organisée, et que ça soit plus l'espèce de rendez-vous hebdomadaire où on va défier la police tous les samedis après-midi, où on se dit qu'on tiendra. Ça, il est vu à l'étranger, ça, c'est certain. On voit fleurir des gilets jaunes autour des causes les plus diverses. Hein. On en voit fleurir en Hongrie, on en voit fleurir en Italie, on en voit fleurir en Belgique, où il y a beaucoup de... Bon, c'est devenu un symbole. Ça, le gilet jaune, ça veut dire « j'étais invisible, je deviens visible hein. ». C'est phosphorescent, vous êtes obligé de tenir compte de moi désormais. Alors, derrière ça peuvent se cacher les revendications les plus complexes, mais il y a un symbole international, peuple contre élite, qui vient de se dégager. Alors, appelons ça, si vous voulez, la marque d'un populisme européen, et même au-delà de l'Europe, hein, mondial, qui se marche. Si on donne bien au mot populisme, non pas ce ton injurieux qu'on emploie le plus souvent, mais le mouvement par lequel une partie de la population se solidarise par rapport à une autre qu'elle considère comme ceux d'en haut, les élites qui les exploitent. On ne peut pas donner une définition beaucoup plus précise du populisme. Il y a un moment populiste, il y a une configuration historique populiste, mais qui ne durera pas toujours parce que ça prendra une autre forme.